Bonjour, je m'appelle Sarah Berger-Richardson. Je suis professeure agrégée à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le problème des incendies dans les bâtiments agricoles. Il y a quelques années, j'ai reçu par la poste un autocollant que j'ai affixé sur ma porte de ma maison pour alerter les premiers répondants en cas d'urgence que j'ai un chien à la maison. Depuis mon enfance, j'ai peur des feux. Quand les pompiers sont venus à l'école primaire pour nous parler de l'importance des plans d'évacuation, à la maison, j'ai décidé de mettre tous mes biens spéciaux, mes peluches, dans des sacs en plastique pour pouvoir les attraper rapidement en cas de feu en sortant de la maison. Mais j'ai toujours cette peur, et même pour mon chien aujourd'hui, moi j'ai toujours cette crainte qu'en cas d'urgence, si on doit s'évacuer et elle s'échappe, elle n'aura pas son collier avec son identification. Mes recherches portent sur le droit agroalimentaire et j'ai un intérêt particulier pour le bien-être des animaux d'élevage. Alors, si le bien-être de mon chien en cas d'incendie me préoccupe, je me pose la question comment ça se passe pour les animaux d'élevage qui sont sur une ferme. Pour répondre à cette question, je suis allée visiter la ferme laitière Lijonor pour apprendre d'un fermier laitier comment il a vécu un incendie à sa ferme. Bonjour. Salut Isabelle. Bonjour, Sarah, c'est bien ça? Oui, Jonathan, enchanté. Bonjour. Merci, Jonathan. Ça fait plaisir, on va aller voir ça. Ok, je vais vous montrer ça. Merci. Dans une semaine, la clôture va être faite. On commence à sortir les vacheteries. Et une semaine d'après, ou même la semaine, c'est quelques tares. On sort une quinzaine de tares, puis on est autour de 5 vacheteries dehors. Merci de nous accueillir sur votre ferme. Ça fait plaisir. Je m'appelle Jonathan Saint-Pierre. Je suis de la ferme Lijonor 2012. Lijonor, c'est Lise, Jonathan et Normand. Je suis la 4e génération et j'ai un petit garçon et une grande fille qui vont probablement faire la 5e, ce que j'aimerais. Et on a une ferme laitière de 65 vaches présentement, avec autour de 60 relèves, avec aussi 2 robots de traite en traite robotisée, avec civilisation libre. Les animaux vont dehors encore quand ils sont en congé, soit taris. Et les adolescentes, les taures plus grandes, près du village, bien, ils vont dehors. Tout le monde va dehors. Dans leur vie, tout le monde va être dehors ou ont été dehors. Donc, on est dans un bâtiment neuf, mais je comprends qu'il y a encore des défis avec un bâtiment neuf. Donc, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en février 2023? En 14 février 2023, j'ai un appel à 1h57 du matin, pour être très précis, qui n'arrive pas tant que ça souvent, mais mon robot m'appelle, le robot A5, que le A4 n'était pas là, le A5 était là. Il m'appelle pour me dire qu'il n'y avait pas de vache au robot pendant 10 minutes. Qu'est-ce qui ne devrait pas arriver? Jamais. Fait que ça veut dire qu'il y avait un problème. Fait qu'en pleine nuit, je m'habille, ça me prend 8 minutes à arriver ici sur place. Et dans un coin du bâtiment, ben j'avais un tracteur qui était arrêté là, un vieux tracteur de 1972 et qui était en feu. Quand je suis arrivé dans le bâtiment, avec ma porte extérieure, il y avait une fumée à la grandeur de l'étable. Puis on était en février, fait que la ventilation était pas trop ouverte. Fait que ce que j'ai fait, j'ai appelé tout de suite le 911. Avec la centrale, j'ai dit que le bâtiment n'était pas en feu, qu'il y avait un tracteur en feu, soit dans le bâtiment neutre, mais entre 2 bâtiments, qui regroupait 140 têtes. Fait que je disais à la fille de la centrale, je disais, ça presse, c'est important, mais je dis, on peut tout sauver encore. Fait que j'ai dit, je vais aller au plus vite, je vais essayer de passer le plus d'instincteurs que je peux pour essayer d'éteindre. Et j'ai réussi à en passer 3. Ensuite, des amis pompiers, juste tout près d'un demi-kilomètre d'ici, sont arrivés en moins de 4 minutes. Et que je vous ai donné en plus 2 autres instincteurs.
Puis avec mes 3 instincteurs que j'ai mis initialement, ça flambait encore tellement. Je faisais que ralentir. Entre l'appel que j'ai fait et le premier pompier qui est arrivé à arroser, il se déroule 14 minutes. Après que j'avais vidé mes 3 instincteurs, ben, je cours à mon garage pour aller chercher 2 autres instincteurs et mon tracteur appel. Et les pompiers se faisaient encore attendre. Je suis arrivé avec mon tracteur appel. J'ai essayé de sortir le tracteur au plus rapidement en déboîtant carrément tout le petit tracteur qui était en feu. Mais suite à ça, mon deuxième tracteur, mon tracteur appel, a éteint, complètement éteint. Fait que ça a pris quelques minutes. Je suis allé chercher un 3e tracteur. Puis en revenant avec mon 3e tracteur, les pompiers étaient déjà arrivés. Ça faisait 14 minutes que j'avais appelé. Puis il y avait déjà installé une piscine dans la cour. Il y avait 5 camions, 19 pompiers. Et ils ont arrosé pendant 1 minute. Et tout était fini. Alors, c'est ici que tout commence? C'est exactement là que ça a tout commencé. J'avais un petit tracteur de parquet ici. À toutes les semaines, on s'en servait. Puis le tracteur s'est allumé tout seul. Quand je suis arrivé à 2 h le matin, ben, j'avais des spectatrices qui me regardaient ici. Puis j'avais un feu déclaré sur le capot de près d'1 demi-mètre et un peu plus. Fait que le mieux, c'était d'appeler, comme j'ai fait au début, une avant-station, puis d'aller chercher un autre tracteur pour essayer de sortir au plus vite, pour essayer de sauver le bâtiment, pour essayer de sauver tous les animaux. J'étais très sénère, mais extrêmement précis au moins. C'est le robot A5 qui m'a appelé, soit le premier. Fait que j'ai même pas enlevé l'alarme. L'alarme sonnait, mais c'était pas important. Le plus important, c'est qu'il m'a appelé. Puis ben, les vaches ne voulaient même pas aller se faire dehors. Ils étaient ben trop occupés à regarder le feu. Puis c'est correct parce que c'était très impressionnant. Pour quelqu'un qui quelqu'un qui a déjà eu un feu chez eux, le crépitement et l'odeur, c'est vraiment désagréable dans une étable. C'est de quoi atteindre quelqu'un. C'est quelque chose à pas vivre. Les vaches, c'est des animaux curieux, hein? C'est ça, c'est eux autres qui ont semé l'alerte en étant trop captivés par l'incendie. Ils se sont sauvés eux autres mêmes. Ils ont choisi de regarder l'incendie au lieu de se faire peur. C'est correct parce que sinon, j'aurais peut-être arrivé 1 heure trop tard, puis 1 heure trop tard, ben rendu là, ben ça devient exponentiel. À l'heure, ben c'est pas 100 000, c'est 1 million. Puis là, après 1 heure, ben là, c'est plus 1 million, c'est 3 millions qui y passent, c'est plusieurs. Après ça, c'est tous les animaux qui y passent. Mais sur place, vous avez quand même vu que les vaches étaient curieuses, qu'elles regardaient dans la direction du feu. Oui. Une chance qu'ils ont fait ça. Parce que, pour les remercier de vous avoir avertis. Ils se sont sauvés eux-mêmes. Ouais. Malheureusement, l'histoire de Jonathan n'est pas unique. Heureusement pour lui, il n'y a pas eu de mort sur la ferme, mais souvent, ça arrive que des animaux vont mourir lors des incendies. Il y a quelques années, l'organisme de bienfaisance Humane Society International a publié un rapport où ils ont étudié les cas d'incendie de bâtiments agricoles au Canada. Et ils ont identifié entre 2015 et 2019 qu'environ 65 granges partent en feu à chaque année. Compte tenu de tous ces défis et les risques associés avec la prévention et la protection des animaux lors des incendies, on peut se poser la question, quelles sont les exigences réglementaires pour protéger les animaux? On sait qu'il existe des exigences dans différents bâtiments pour protéger les personnes qui s'y trouvent à l'intérieur, mais qu'en est-il pour les animaux? En réalité, il y a très peu d'exigences réglementaires pour protéger les animaux en cas d'incendie. Et en tant que juriste et chercheuse, ça m'a intriguée parce que je me posais la question, est-ce qu'il n'existe véritablement aucune réglementation? Alors, pour répondre à cette question, j'ai été en contact avec le fondateur et le directeur de l'Association de droit animalier Québec, Maître Nicolas Morello. Et aujourd'hui, il mène un projet approfondi pour mieux comprendre l'encadrement réglementaire de la protection du bien-être des animaux en cas d'incendie. Au Québec, en 2015, le législateur a décidé de changer le statut juridique des êtres animaux pour le déclarer, premièrement, qu'ils ne sont pas des biens, deuxièmement, qu'ils sont des êtres, troisièmement, qu'ils sont sentients, c'est-à-dire qu'ils peuvent ressentir des choses, y compris la souffrance, l'anxiété, la douleur, la détresse.
ainsi que de décrire les êtres animaux comme ayant des besoins essentiels. Alors, c'est un régime juridique unique et nous avons constaté qu'en dépit de ce nouveau statut qui indique que l'être animal peut souffrir, il y avait un grand nombre d'incendies. Au Québec, depuis 2015, le DAC a fait le recensement qu'il y a plus que 60 000 êtres animaux qui sont brûlés vifs à chaque année. Être brûlé vif dans un incendie est comme mourir dans une chambre de gaz. Alors, c'est très douloureux et la souffrance est inestimable. Il y a 17 régions administratives au Québec et nous avons identifié les régions qui représentent plus que de la moitié des incendies. Donc, ça compte 3 régions administratives au Québec. Alors, nous avons étudié dans ces 3 régions où il y a plus que 50% des incendies, les régimes réglementaires. Ce que nous avons découvert, c'est que parmi les 333 municipalités que nous avons étudiées, il n'y en a qu'une seule municipalité qui a un règlement qui vise précisément les bâtiments d'élevage. Je fais de la distinction entre un bâtiment d'élevage où on va abriter les êtres animaux et un simple bâtiment agricole. Un simple bâtiment agricole n'a pas des êtres animaux dedans, donc il peut avoir des outils qui sont des biens. Donc, si vous décidez de laisser vos outils être complètement détruits par un incendie, c'est votre choix à vous d'assumer ce risque-là ou non. Mais il y a une distinction fondamentale quand nous avons des milliers de poules dans un bâtiment d'élevage. Pourquoi? Parce que le législateur nous dit qu'ils sont des êtres, ils sont dans un état d'être, ils ressentent des choses et qu'ils ont des besoins essentiels. Donc, il est important que la finalité recherchée par un régime réglementaire va reconnaître cette réalité-là au même type qu'une école, on va avoir un régime réglementaire pour protéger la sécurité des enfants que dans un immeuble qui est habité avec des personnes âgées, par exemple. Il y a un palier de juridictions qui sont responsables pour les bâtiments. Donc, il y a des lois cadres provinciales et il y a les municipalités qui ont le pouvoir de réglementer sur leur territoire, de créer des règlements pour chaque municipalité ou ville ou village. Donc, il n'y a pas une loi unique, c'est une panoplie d'un cadre juridique qui s'applique. Notre objectif, c'est de mettre sur pied les assises pour qu'on puisse créer un vrai régime juridique pour protéger les êtres animaux. Et non seulement les êtres animaux, mais aussi les agriculteurs. Il faut comprendre qu'un agriculteur qui est exposé à son bâtiment d'élevage en flammes est très traumatisant. Alors, nous voulons réconcilier les intérêts des êtres humains, des agriculteurs, avec les besoins qui sont maintenant décrits dans le Code civil et dans la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, pour réduire à un minimum ces incendies récurrents année après année. Alors, il n'y a pas eu de blessure, mais j'imagine que c'est un événement qui vous a marqué, qui vous a fait peur. Ça traumatise tout ce qu'on peut penser, parce que je suis pas du genre à pleurer ou m'appuyer sur mon sort, mais quand j'ai été me laver après tout ça, ben je fonds en larmes. Et j'en parle encore et ça m'affecte encore. Puis mon troupeau, il va passer, parce que c'est comme mes petits bébés. Mais j'ai des enfants, j'ai 2 enfants. Mes 2 enfants sont énormément mieux. Mais j'en ai 140, puis c'est mes petites filles, ça aussi. Fait que j'aimerais pas qu'il arrive quelque chose dans mes petites filles non plus. Fait que je suis très heureux, mais 2 jours après, on dirait que j'avais une bonne étoile, parce que 2 jours après, à quelques kilomètres d'ici, ben un producteur
plein après-midi, son troupeau a brûlé pratiquement complet. Ils ont sauvé quelques têtes, mais au final, pratiquement tout le monde est passé. Fait que vraiment, j'avais un ange gardien pour moi. Parce qu'à 2 heures du matin, comment sauver une entreprise? Parce que tout ira passer sinon. Puis on entend parler que combien il y en a par année. La réalité, c'est qu'un incendie sur une ferme est un événement traumatisant autant pour l'éleveur, l'agriculteur, que pour ses animaux. Et aussi pour les vétérinaires et aussi pour les premiers répondants qui arrivent sur les lieux et constatent des animaux en détresse. Malgré l'absence de réglementation étatique, des individus touchés par ces incendies vont prendre l'initiative de développer des normes pour mieux protéger les animaux sur leur ferme. Alors, on peut avoir des vétérinaires, des agriculteurs qui vont développer eux-mêmes des plans d'urgence, qui vont réfléchir à des choses qu'ils peuvent faire. Après l'incendie, 1 an plus tard, je comprends qu'il y a eu des changements à la ferme. Vous avez développé un plan d'urgence avec votre vétérinaire. Oui, Isabelle, c'est une vétérinaire que je connais depuis longtemps. Elle suit mon troupeau un peu en collaboration avec le bureau vétérinaire de Richemont. Isabelle m'a approché pour un projet qui tenait à cœur, un peu comment planifier quelque chose d'un plan d'évasion, un plan d'évacuation pour l'entreprise, soit la mienne, ou même, mettons, aller plus profond que ça encore. Comment faire pour avoir un plan pour tout le monde. Vous, comme vétérinaire, qu'est-ce que vous encouragez vos clients à faire pour prévenir ou mieux réagir à des incendies? Ce que j'aimerais, c'est que les clients, ils pensent vraiment, s'il arrive quelque chose chez moi, un incendie, par où je fais sortir mes animaux, j'aimerais ça qu'ils regardent quelle porte est la plus favorable. Dans le fond, il y a des critères importants là, pour choisir les sorties des animaux. Il faut que la porte elle soit au moins 2 fois plus grande que la plus grosse vache de l'étable pour qu'ils puissent sortir facilement de la bâtisse. La maison où j'habite, s'il y a un feu, moi j'ai une alarme et je peux sortir de la maison rapidement quand j'entends l'alarme. Mais j'imagine que c'est des enjeux différents à la ferme, c'est plus compliqué. Oh oui. Il y a des animaux. C'est quoi la différence entre un incendie dans ma maison puis un incendie à la ferme? Ah, ben, c'est sûr qu'au moins à la maison, tu as ton propre, tu peux décider toi-même de sortir. À la ferme, il y a vraiment beaucoup d'animaux à gérer et ils ne t'écoutent pas nécessairement. Il faut connaître leur comportement pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Puis on a le facteur temps, puis on a le facteur sécurité. Il ne faut vraiment pas que des producteurs se mettent en danger pour sortir des animaux, là. Je pense que la clé, c'est d'y avoir pensé à l'avance puis d'avoir des trajets dans notre tête de qu'est-ce qui peut se faire. Qu'est-ce qui arrive avec les pompiers quand ils arrivent? Comment est-ce qu'eux, ils peuvent aider pour gérer l'évacuation des animaux? Je suis allée rencontrer les pompiers de ma région avec une de mes collègues parce que justement, j'étais curieuse de voir s'il y avait des protocoles particuliers par rapport aux incendies de ferme. Les pompiers ne sont pas formés pour manipuler les animaux, puis c'est pas leur mandat non plus. Le mandat des pompiers, c'est la sécurité publique, c'est de s'assurer que les gens sont en sécurité. Quand tu as un incendie dans une ferme, tout ton matériel pour contentionner tes animaux, ben il est en train de brûler dans la ferme. Donc, on n'a aucun matériel pour nous aider à contentionner nos vaches. On n'a pas de licou, on n'a pas de barrière. Si les pompiers avaient quelques licous dans leur camion, ben en arrivant sur le site, sans que ça soit leur responsabilité, mais ils pourraient le donner aux gens qui sont là, qui connaissent les animaux, qui sont capables de les manipuler, parce que eux justement, ils connaissent pas, ils savent pas comment manipuler les animaux. C'est pas leur mandat de gérer les euthanasies puis tout ça, là, pas du tout. Donc eux, je dirais que ça faisait leur affaire là, de savoir avoir un avis vétérinaire. Par contre, ce qu'ils nous ont demandé, ils nous ont dit, c'est beau si vous voulez venir sur l'incendie, mais ce qu'on aimerait, c'est que vous soyez bien identifiés. Donc, on s'est fait faire des vestes de sécurité jaunes avec identifiées avec vétérinaire écrit en arrière. C'est Isabelle qui a monté un plan spécial. C'est un plan du site, soit par vue aérienne. Fait que ça nous montre un peu la définition un peu des bâtiments, mais aussi, qu'est-ce qui est très important, c'est l'accès aux portes. Fait que ça, il y en a plusieurs exemplaires, soit chez mes parents, soit dans ma maison, soit au garage, soit dans des sheds, parce que c'est des plans. C'est des plans, mais qui peuvent aider à aller beaucoup plus rapidement.
C'est ce qui a été proposé par Isabelle, puis ça a été vraiment bien fait. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait juste ce qu'on pouvait faire, le mettre en œuvre. Et pour les contacts, qui a une place sur la liste? Qui est-ce qu'on doit appeler? Oui, dans le fond, on a un peu classé en priorité les listes de contacts, ceux qui peuvent venir aider dans l'immédiat. Ensuite, on a mis des transporteurs d'animaux. Ça peut nous aider à garder des animaux à un endroit sécuritaire, si on réussit à les embarquer dans une remorque. Et aussi, s'il faut les déplacer dans une autre ferme, bien, les transporteurs sont déjà là pour le faire. Vétérinaire, on l'a mis sur la liste parce que des fois, en situation d'urgence, tu y penses pas automatiquement à appeler le vétérinaire. Ce qu'on a mis aussi, c'est des pelles mécaniques, tracteurs, des fois qui peuvent aider à couper le bâtiment ou cesser le feu. Puis, dans les prioritaires, les fermes pensions d'animaux possibles. C'est où qu'on les envoie, nos animaux, s'il arrive quelque chose. On dirait que sous le stress, t'en connais plein d'amis qui ont des fermes, des voisins, mais sur le coup, c'est difficile de bien réfléchir. Si tu as déjà pris une entente avec quelqu'un ou tu as déjà pensé, ça va être vraiment plus facile. Sinon, on avait là aussi la liste de matériel à avoir, à conserver. Chose importante, en dehors de l'étable, parce que si tu conserves tes choses à l'intérieur, bien, ton étable est en train de brûler. Fait que ça te prend un kit d'urgence que tu sais il est où, à l'extérieur de l'étable. Et je pense, Jonathan, tu disais que tu avais plusieurs exemplaires. Il y en a plusieurs. On peut l'emporter. Est-ce qu'on le ramène à sa place? Oui, on va le remettre à sa place. C'est une belle affaire. Fait qu'il y en a dans l'étable, il y en a dans la laiterie, il y en a dans le garage, il y en a dans la maison, c'est toute la même chose. Puis on pourrait dire merci à Isabelle d'avoir pris l'initiative de ça, parce que moi, je l'avais pas fait. Mais avec de l'aide, on le fait. On pourrait faire sortir le topo en quelques secondes de 65 vaches. On pourrait faire sortir ça relativement rapidement parce que j'en bats une là-bas. Fait que tout le monde passerait, tout le monde tournerait. Là, il y en a une qui est curieuse, qui aimerait ça sortir. Ils se disent, on est prêts. Entre la réglementation étatique et la volonté individuelle, on peut trouver aussi d'autres sources de règles normatives pour encadrer les activités agricoles. Alors, on voit maintenant tranquillement l'industrie qui s'intéresse à ce sujet. Daphné Ménard, qui est avocate et doctorante à la section de droit civil, mène des recherches sur l'autorégulation du bien-être des animaux au Canada. Et elle va nous dresser un portrait de comment l'industrie aujourd'hui commence à encadrer les activités agricoles pour mieux prévenir les risques associés avec les incendies dans les bâtiments agricoles. Dans le contexte du bien-être animal à la ferme, puis de la gestion des urgences et des incendies, on a au Canada ce qui s'appelle le Conseil national pour les soins et la manipulation des animaux d'élevage. Et le Conseil national élabore ce qui s'appelle des codes de pratique pour, encore une fois, les soins et la manipulation des animaux d'élevage. C'est un système d'autorégulation. Il faut comprendre que le Conseil national pour les soins des animaux d'élevage ne relève pas du gouvernement fédéral ni du gouvernement provincial. Puis c'est pas non plus un organisme public ou parapublic comme le serait en agroalimentaire, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, par exemple. En fait, le Conseil national, c'est un organisme sans but lucratif, donc privé, qui est né en grande partie à l'initiative de l'industrie agroalimentaire. Puis les gens qui se trouvent là, dans cet organisme-là, c'est principalement des gens issus de l'industrie agroalimentaire. Et puis donc, ces personnes-là ont décidé de s'imposer elles-mêmes des normes en termes de traitement des animaux à la ferme. En fait, les codes de pratique, c'est vraiment des lignes directrices. Ça se présente un peu sous la forme d'un guide ou d'un manuel destiné aux producteurs et aux productrices agricoles, puis aussi aux médecins vétérinaires qui pratiquent en agriculture. Le but, c'est de standardiser les normes, donc comment on s'occupe d'un animal à la ferme, vraiment d'établir un niveau plancher de comment ça se passe, comment on traite les animaux à la ferme. Puis, il faut comprendre qu'évidemment, il y a un code de pratique pour chaque filière agricole, donc pour le cochon, le poulet, les vaches laitières, etc. Et il faut comprendre que les codes en soi ne sont pas des lois ou des règlements, puis ne sont pas adoptés par nos élus.
Donc, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler les règles généralement reconnues ou les règles de l'art en agriculture. Donc, ce que, de manière générale, l'industrie considère comme étant la façon acceptable d'élever les animaux à la ferme. Les codes de pratique peuvent inclure des éléments en termes de gestion des urgences et des incendies. Et je pense que ce qui en fait des outils vraiment intéressants à ce niveau-là, c'est le fait, comme je vous disais, que ce sont des outils qui proviennent de l'industrie agroalimentaire elle-même. Donc, on s'attend à ce que les producteurs, productrices agricoles, médecins vétérinaires connaissent et suivent ces règles-là. Par contre, quand on jette un coup d'œil sur les codes puis qu'on les lit un peu plus attentivement, on peut se rendre compte que oui, il y a certaines exigences en termes de gestion des urgences. Il y a par exemple l'idée d'avoir un plan d'urgence qui est connu du personnel avec par exemple le nom des différentes personnes ressources à contacter en cas d'urgence. Donc, c'est des exigences intéressantes, mais c'est quand même assez minimal, je dirais. Mais il y a certains codes aussi, puis par exemple, le dernier code de 2023 qui a été adopté pour les vaches laitières, il n'y a pas d'exigence dans ce code-là, par exemple, sur les urgences, la gestion des urgences à la ferme. C'est seulement des recommandations. Donc, on recommande de mettre en place certains éléments, mais c'est pas exigé. Donc, je pense qu'une piste de solution intéressante, ce serait que l'ensemble des codes pour l'ensemble de la filière, là, par exemple le poulet, les vaches, les cochons, comportent des exigences claires en ce qui concerne la gestion des urgences. Par exemple, dans le cas des incendies, l'installation de systèmes incendie dans les bâtiments agricoles. Donc, si jamais le feu partait maintenant, je vois qu'il y a des inspecteurs un peu partout. Oui, il y a quelques 20 livres, il y a des 10 livres. Oui, il y en a dans tous les coins des tables. On prend pas de chance. Ça fait quoi? Ça se déplace. C'est pour des balles rondes pour les litières, mais Okay. ils se déplaceraient. Fait qu'on réussirait à bloquer un allée pour ouvrir les portes pour passer tout le monde. OK, pour guider. En ayant fait l'exercice des mesures d'urgence, on dirait que j'ai développé le réflexe. Automatiquement, quand je rentre dans une ferme, je regarde un ensemble, puis on dirait que j'y pense. Qu'est-ce que je ferais? Mais j'avoue que je le dis pas à chaque fois, là, parce que des fois, ça fait bizarre d'arriver quelque part et de dire, toi, s'il y a le feu chez toi, qu'est-ce que tu fais? Là? Je veux dire, ça prend peut-être, il faut que le sujet vienne pour parler de ça. C'est quand même un peu délicat, mais j'y pense quand même. On dirait que quand j'ai fait l'exercice, ça m'a fait développer que je vois les choses, qu'est-ce qui pourrait aider. Là, je le vois plus. Isabelle avait un intérêt pour ça, puis j'avais tellement passé proche qu'il n'y avait pas de problème que je voulais le faire. Mais aussi, mon bâtiment était quand même très bien adapté pour ça. Involontairement, il était bien adapté. Mais Isabelle, j'ai fait aussi un autre projet d'études avec elle. Ça avait très bien été. C'est quelqu'un de très gentil, très, très compétent. Puis au bureau, je pense que c'est une de bonne équipe au bureau. Donc, je peux dire, c'est une bonne équipe au bureau. Ça me fait plaisir de travailler avec eux. L'urgence d'agir face aux incendies dans les granges ne peut pas être sous-estimée. Chaque animal qui meurt dans un incendie ou même chaque animal qui doit être évacué lors d'un incendie, qui va subir des blessures graves, est un animal doué de sensibilité qui mérite notre attention. On a entendu qu'il y a des lacunes importantes au niveau de la réglementation. Vers qui est-ce qu'on devrait se retourner? Est-ce que c'est au niveau du gouvernement fédéral, le gouvernement provincial? Si c'est provincial, est-ce que c'est le MAPAC? Est-ce que c'est le ministère de la Sécurité publique? Est-ce que c'est les municipalités? Est-ce que c'est les premiers répondants? Est-ce que c'est les vétérinaires? Est-ce que c'est l'industrie? On peut aussi se poser la question, est-ce que c'est les consommateurs? Est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus pour la viande si les éleveurs doivent dépenser de l'argent pour équiper leurs bâtiments agricoles avec de nouveaux équipements? Ça appelle à des solutions. Ensemble, nous avons exploré plusieurs pistes. Maintenant, c'est le temps d'agir.